Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Le titre de ce webinaire aujourd'hui est donc « Établir les liens au Canada et en Afrique, politique et pratique fondées sur des données probantes pour la santé des femmes et des enfants ». Nous avons l'interprétation simultanée disponible en français. Les instructions sont inscrites sur l'écran. Il vous faut utiliser le bouton en bas pour écouter la traduction. Je suis ravi d'être ici avec vous tous. Je suis Mélodie Tondeur. Je suis manager du partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants, CanWASH ou CanSFE. Merci de nous rejoindre aujourd'hui depuis le Canada et depuis l'Afrique. Je suis, moi, depuis Toronto au Canada et je suis ravi de pouvoir vivre et travailler sur les terres traditionnelles de bien des peuples autochtones, y compris les Tainoshoni, des Wendat et le peuple de Mississauga. 250 personnes sont enregistrées ici pour ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire sera enregistré et publié sur le site internet du CanWASH après le CanSFE, après le webinaire. Voici les caractéristiques Zoom. Vous allez voir ici la boîte de clavardage. Dans la barre du bas, il y a une fonction clavardage si vous avez des difficultés techniques. Pour connecter à la traduction simultanée, veuillez contacter Tina Larochelle, Technical Support, dans la boîte du chat. Veuillez contacter donc Tina pour toute aide technique qui est là. Donc Tina est là pour vous aider. Nous allons utiliser la boîte de clavardage pour toutes les ressources tout au long de ce webinaire. Nous partagerons toutes les ressources également sur notre site internet. La petite boîte Q&A donc pour les questions et réponses, que vous pourrez utiliser la boîte de clavardage pour vous poser vos questions de façon anonyme dans la langue de votre choix. N'hésitez pas à poser vos questions en français et nous les traduirons. Voici le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir différents panélistes aujourd'hui qui ont un rôle en matière de santé des femmes et des enfants, de l'initiative sur l'ensemble du continent africain. Nous avons inventé deux personnes aujourd'hui et nous vous montrerons une vidéo assez courte sur l'initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants. Vous aurez également l'opportunité de poser vos questions à chaque panéliste. Et nous conclurons ce webinaire avec quelques commentaires de la part de John Dusabe-Richard, directeur de la division EDRC en République démocratique du Congo. Tout d'abord, nous aimerions savoir qui nous écoute aujourd'hui, qui est le public. Alors, voici nos panélistes et nous vous demanderons de répondre aux questions qui vont s'afficher sur votre écran. Il s'agit d'un petit sondage afin de mieux cerner qui nous écoute aujourd'hui. Merci. Nous avons un petit chronomètre ici. Encore quelques secondes. Encore quelques petites secondes. Fantastique. Donc, voyons les réponses. Donc, nous vous demandions d'où vous nous écoutiez aujourd'hui et on constate donc que la majorité nous écoute depuis le Canada. Nous avons également des gens qui nous écoutent depuis l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique méridionale et de l'Europe également. Et aujourd'hui, nous rejoignent. Je vois ici, donc, nous avons beaucoup de chercheurs ainsi que des étudiants. Nous avons des bailleurs de fonds également qui composent ce public et nous avons également des preneurs de décision, des collègues et des personnes qui proviennent d'autres origines.
Bienvenue à tous et nous vous demandons donc si vous avez déjà été impliqués dans ces projets. Près de 45% d'entre vous ont déjà été impliqués par les projets de l'initiative. Donc, cela permet, sans transition, de commencer donc ce webinaire. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous avons deux invités qui vont nous... Donc, Eva Slavecki, qui est directrice exécutive du membre du CanWatch, Dominique Charon, qui est vice-présidente de IDRC. Bonjour à toutes les deux. Et nous allons céder la parole à Eva. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je vous cède le micro. Merci, Mélodie. Donc, je suis directrice exécutive de la Société canadienne pour la santé. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette association, je suis ravi de faire partie du bureau donc, de CanWatch. Moi aussi, je suis à Ottawa. J'ai le plaisir donc d'être ici sur les terres algonquines. Nous rendons hommage aux nations, aux Premières Nations. Et récemment, avec les découvertes, donc de découvertes très tragiques qui ont été effectuées au Canada, nous allons donc répondre à ces questions-là, ces thèmes-là, dans un contexte de colonisation, en espérant que la justice soit rendue, comme c'est le cas au Canada et dans le monde entier. Les organisations qui sont représentées ici remplissent leur rôle et j'espère que nous pourrons nous retrouver dans quelques temps pour célébrer, au-delà de l'aspect judiciaire, célébrer vraiment cette différence culturelle. Et je représente CanWatch aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup CanWatch, il s'agit d'une organisation, d'un membre d'organisation non gouvernementale, représentée par des membres d'organisations non gouvernementales du milieu universitaire. Le leadership canadien pour la santé des femmes et des enfants partout dans le monde, ici au Canada et dans les communautés autour. Au Canada, nous travaillons sur les aspects de genre avec les femmes pour former énormément d'organisations avec lesquelles nous pouvons rencontrer les opportunités et soutenir les populations LGBTQ. L'événement d'aujourd'hui est en tant que directrice de CIH du système et politique, qui sont des éléments donc essentiels dans tout ce que nous faisons. Nous avons différents succès de l'ensemble des initiatives abordées pour améliorer la santé des femmes et des enfants, la santé reproductive et sexuelle en Afrique et différentes initiatives canadiennes sur l'ensemble du globe. L'un de nos membres de CanWatch, membre de l'école de médecine de Calgary, représenté par Georgianne Berner ici, qui va nous adresser quelques mots. Les résultats du sondage sont intéressants. Je suis ravi que la moitié des membres du panel connaissent déjà IMCHA. Et pour les personnes qui nous connaissent donc l'initiative IMCHA, ISMEA, nous espérons énormément de questions et de commentaires à cet égard. Et nous avons hâte d'entamer une discussion. Aujourd'hui, notre webinaire comprendra une courte vidéo qui va donc présenter l'initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants en Afrique, ISMEA. Et énormément de discussions sont entendues. J'ai le grand plaisir de passer le micro, l'écran, à Dominique Charon, vice-présidente du programme et partenariat pour l'IRC.
Merci Eva. Bonjour tout le monde. Hello, good afternoon. Bonjour, bonsoir, d'où que vous nous écoutiez. J'ai le grand honneur de vous rejoindre afin de célébrer le travail important qui s'effectue avec cette initiative. Tout comme Eva, je vous adresse la parole à partir d'Ottawa, au Canada, qui se situe sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Et tout comme Eva a très bien remarqué, les droits et les défis confrontés par les femmes, les enfants et les peuples autochtones au Canada et partout dans le monde sont très présents avec nous cette semaine, avec la découverte d'une tombe commune de 215 enfants sur le terrain d'une ancienne école résidentielle en Colombie-Britannique. Les droits, la lutte, ainsi que la contribution pour l'accomplissement au sein des communautés autochtones et pour les femmes, en particulier les femmes autochtones, résonnent d'autant plus avec ces questions-là dont nous allons parler aujourd'hui. Ce webinaire, comme vous le savez, célèbre les résultats de cette initiative africaine avec le centre de recherche qui représente également les affaires mondiales canadiennes et l'Institut canadien de recherche sur la santé. C'est une initiative conjointe de 6 millions pour la recherche afin de réduire la mortalité infantile et des femmes sur l'ensemble du continent. Ce partenariat s'appuie sur 15 ans de coopération et de recherche financière au Canada entre ces différentes agences partenaires qui ont commencé en 2001 3 initiatives pour répondre à bien des collaborations qui ont amené donc une coopération active entre les institutions canadiennes et d'autres chercheurs de régions du monde avec les initiatives africaines pour faire face à ces défis. La conception de l'initiative pour l'innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique s'est faite dans le contexte du mouvement au sein de la communauté internationale dans les années 2013-2014 pour mobiliser l'action pour faire reculer le taux élevé de mortalité maternelle et des enfants en Afrique. La Facilité mondiale pour le financement de la santé maternelle et des enfants a été créée au même moment et il reste une plateforme très importante pour faire avancer le financement de l'action contre ce problème. En 2014, on constatait que presque la mortalité maternelle était prévenable et que un grand nombre de la mortalité des enfants aussi prévenable avec des interventions et des solutions qui étaient déjà connues mais qui n'étaient pas mises en pratique. La plupart de ces décès infantiles et maternels ont eu lieu dans des régions, en grande partie dans la région subsaharienne, dont l'initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants parvient à un moment clé pour contribuer au progrès quant à ce problème. Et les données récentes de l'OMS nous indiquent donc une chute de la mortalité, du taux de mortalité infantile de 38% par rapport à 2000 dans cette région subsaharienne. Donc ce sont de formidables progrès, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en matière puisque le taux de mortalité, taux de décès maternel comparé à 2017 augmente dans certaines régions et dans des contextes en particulier, des contextes de conflit ou des situations de déplacement où ils font face à des situations de déplacement et se retrouvent donc réfugiés. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui a accentué les inégalités et un impact disproportionné en particulier à l'égard des femmes et des personnes en situation de pauvreté partout dans le monde, il y a eu une disruption de l'accès aux centres de santé, y compris de santé reproductive et maternelle,
partout, et en particulier dans les pays à faible revenu. Donc cela nous préoccupe particulièrement, et d'autant plus que la pandémie nous fait comprendre que le problème n'était pas encore résolu. De recherche pour le développement international fait partie des activités et des investissements d'aide internationale du Canada. Et en tant que membre de cette grande famille d'aide internationale, le CRD est très fier du travail de l'initiative dont on discute aujourd'hui, parce qu'elle a pu mettre en place des solutions locales et avec l'outil qui est la recherche d'implantation, a vraiment travaillé pour s'assurer que les résultats de recherche ont été utilisés par les décideurs et implantés dans les programmes et les investissements des pays. Le modèle de l'initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique constitue un savoir permettant de réduire les brèches. Ils ont pu trouver des solutions efficaces sur le terrain. Et cela signifie donc que les résultats peuvent être beaucoup plus facilement échelonnés à l'égard des femmes et des enfants. Les nouvelles stratégies de l'ODRC est d'accélérer les recherches et les innovations afin de répondre aux questions d'inégalité, du changement climatique et de fermer la brèche, en particulier dans les questions de droits en matière d'accès à la santé infantile, santé sexuelle et reproductive et des droits des mères et droits infantiles. Et non, vous allez entendre de nombreux éléments sur les différents projets mis en œuvre. Je pense que nous avons des éléments clés qui nous permettent de comprendre vraiment que les chercheurs travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs canadiens et avec les preneurs de décision africains afin de pouvoir tout mettre en œuvre et faire en sorte que cela puisse faire la différence. Les modèles de coopération participent vraiment à la contribution des impacts. Aujourd'hui, par exemple, au Nigeria, l'agent de développement a investi ses ressources pour maintenir le programme qui a été validé pour améliorer les résultats en matière de santé maternelle infantile. Aujourd'hui, nous avons appris dans ce qui se passe dans cette coopération entre de nombreux pays africains et canadiens en matière de santé sexuelle et reproductive. Cela reflète à quel point ces financements peuvent être rendus disponibles et utilisés par les preneurs de décision et par les personnes qui mettent en œuvre ces programmes au bénéfice des communautés et des pays pour une véritable transformation sur ces questions-là dans la santé des femmes et des enfants, cette santé qui peuvent être améliorées. Ont démontré que She's speaking French. Même qu'avant, les défis auxquels on fait face et l'importance de la recherche pour les relever doivent avoir une place importante dans la prise de décision de décideurs dans les systèmes de santé, dans les pays touchés, dans les pays qui épaulent le plus gros fardeau de problèmes de santé maternelle et des enfants. Ce que l'on peut apprendre d'INSHA pour aider à participer à des réponses et soutenir le système chaque donnée, en particulier dans ce contexte de pandémie, ce sont des questions auxquelles vous allez certainement répondre aujourd'hui au cours des conversations. Je vais céder le micro nouveau à Mélodie, mais avant cela, laissez-moi remercier et féliciter toute l'équipe pour ce travail de Montassa Kamal, Marie et effectué donc par Marie Massa-Kamal et bien d'autres qui ont participé et contribué au succès de ce programme. Je dois également
bénéficier les différents partenaires, les preneurs de décision et l'ensemble des personnes de la communauté mondiale. Et je remercie aussi And I also thank from the Health Research Institute from Canada and Global Affairs Canada to joining us for this talk today. Thanks to CanWatch for the platform, and I'm really looking forward to hearing that discussion. Thank you very much. Merci Eva pour ces mots et maintenant, merci Dominique. Alors désormais, regardons une petite vidéo de MSHA. C'est à vous, Iman, nous montrer cette vidéo. Merci. Il n'y a pas de son sur la vidéo. Ici l'interprète, le son n'est pas disponible sur la vidéo. L'interprétation n'est pas possible. Tina and Mayan. Oui, Mélodie, je pense que le son ne fonctionne pas. Oui, peut-être. L'un des principaux problèmes était le niveau élevé de mortalité maternelle en Afrique et le taux élevé de mortalité infantile. Si nous n'améliorons pas la santé maternelle et infantile et la santé des femmes en particulier, nous ne serons pas en mesure d'atteindre les objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. Mais nous nous compromettons de miner un atout important dans les pays. 99% de tous les décès maternels sont dans des pays en développement. Cela démontre que les décès maternels sont évitables. Il s'agit de s'assurer que les bons services et soutiens sont disponibles pour les femmes qui accouchent partout dans le monde. Comment l'ISMEA a commencé? L'initiative ISMEA a été créée avec le soutien des instituts de recherche en santé du Canada, Affaires mondiales Canada et le Centre de recherche pour le développement international. Je pense que ce qui est formidable avec l'ISMEA, c'est la collaboration de ces trois agences canadiennes. Chacun apporte des décennies d'expérience et apporte un appui spécifique à l'initiative. Ensemble, je pense donc que la proposition de valeur de chacun de ces bailleurs de fonds canadiens était claire. Et la clé était donc de développer une initiative s'appuyant sur les compétences. L'ISMEA a été conçu pour l'impact et l'idée était qu'il y a beaucoup d'interventions qui existent déjà sur comment améliorer la santé des mères et des enfants. Mais elles ne peuvent pas être entièrement mises en œuvre et mises à l'échelle avec succès. Ce qui est essentiel, c'est de s'assurer que l'aide au développement international est à la fois efficace et efficace. Et cela nous permet d'assurer que l'argent qui est vraiment investi va où il est destiné. L'idée était de rassembler les preuves et de pouvoir changer les politiques et les pratiques au sein des pays. L'initiative était fondée sur 28 projets de recherche dans 11 pays en Afrique et 2 politiques en matière de santé et d'organisation en matière de recherche et de santé. Ces 28 projets sont dirigés par 19 équipes de recherche et composés de 3 équipes principales, avec des investigateurs, des chercheurs principaux africains, des co-chercheurs principaux canadiens et des preneurs de décision qui agissent donc pour l'initiative africaine. Ce que je retiens de MSHA, c'est que cela nous permet de nous rassembler à la fois les Africains, les experts canadiens et africains afin de collaborer pour trouver des solutions pertinentes face à ces problèmes. Lors de la mise en œuvre de projets en fonction des priorités de chaque pays pour faire face à tous les défis en fonction de leur système propre.
Cela exige davantage donc de leadership. La partie du design qui est peut-être la plus importante dans la conception, qui est peut-être la plus importante pour arriver à ces résultats, est l'inclusion des preneurs de décision africains dans chacun des projets africains. Pour les preneurs de décision, pour les décideurs, il s'agit vraiment d'augmenter toutes les questions en matière de durabilité concernant ce projet, même sur le pilier financement. Ce que nous appelons les organisations de recherche en politique sanitaire, nous avons à la fois pour l'Afrique occidentale et pour l'Afrique de l'Est, nous avons même des traductions, des interprétations, tout l'ensemble de l'aspect communication pour élargir le groupe des décideurs au niveau régional. Ils ont fourni énormément d'instruments en tant qu'individus pour faire en sorte que les autres équipes puissent participer individuellement à ce projet. Ce qui est important, c'est que nous travaillons beaucoup avec les équipes de recherche locales. Les équipes de recherche locales fournissent des innovations et des solutions qui sont nécessaires dans une localité. Et cela permet de rassembler ces équipes de recherche afin d'apprendre des solutions et d'apprendre des expériences préalables et dans des contextes différents. Notre Le succès de ce programme réside dans bien des facteurs. Tout d'abord, le pouvoir financer durablement. Et le deuxième niveau concerne les services sanitaires, afin que les équipes de recherche travaillent toujours de façon intégrée et travaillent toujours dans le contexte précis. Les preneurs de décision participent vraiment au projet depuis le début. Mais cela n'aurait été mené que si les équipes de recherche n'avaient pas été mises en œuvre au sein de la communauté. La communauté est absolument fondamentale et c'est certainement la chose la plus importante de tout cela. Vous pouvez faire tous les progrès que vous voulez, mais vous devez également impliquer les gens et pour que vous cibliez pour améliorer leur santé, leur bien-être. Et c'est exactement ce que l'initiative ISMEA fait au fil des ans. Je pense qu'il y a des exemples fantastiques dans l'ISMEA de solutions locales adaptées qui sont assurées que les évidences produites affectent et changent les politiques publiques afin de s'assurer que les femmes et leurs enfants puissent vivre décemment. Donc au moins 90% de nos femmes enceintes accouchent dans des hôpitaux. Elles sont passées de l'accouchement à domicile à l'accouchement chez nous. Nous avons formé environ 10 044 femmes au niveau local et plus de 100 leaders religieux afin d'améliorer la sensibilisation et de promouvoir la santé maternelle et infantile. Les Bajanogo ont réussi à faire 10 000 visites à domicile, faire de telle sorte que les femmes en grossesse puissent aller suivre normalement leur grossesse. Cela nous aide à contribuer pleinement à la santé infantile, la santé des femmes. Avec les différentes installations, les femmes désormais peuvent avoir accès à ces installations. Nous voyons également la réduction de la mortalité maternelle et infantile.
Lorsque 3 agences ont combiné leurs différentes capacités et leurs différentes compétences dans les différents contextes d'expertise, cela nous montre que nous pouvons actuellement marquer la différence, faire la différence dans le monde entier grâce à l'initiative ISMEA. Ce travail était soutenu par l'initiative ISMEA, Partenariat à l'Affaires mondiales Canada, Institut canadien de recherche sur la santé et le Centre de recherche international canadien. Merci beaucoup de nous avoir montré cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Il était beaucoup d'informations dans cette vidéo. Nous allons passer maintenant au panel de discussion, à la discussion de panel avec Nafissatou Diop. Avant de commencer, nous aimerions vous parler un petit peu plus de nos panélistes. Donc, aujourd'hui, nous ont rejoint 4 personnes individuelles qui jouent un rôle important au sein de l'initiative ISMEA. Tout d'abord, Madame Dr. Queen Dubé, qui est consultante et pédiatre de l'équipe épidémiologique. Elle est chef de l'équipe de santé. Elle était également pédiatre au l'hôpital central Queen Elizabeth, l'un des plus grands hôpitaux au Malawi. Dr. Dubé a travaillé avec le ministère de la Santé, avec l'USAID, l'OMS, l'Association pédiatrique du Malawi et l'UNICEF afin d'améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux et fournir une santé adéquate aux nouveau-nés. Nous avons également avec nous Christina Zarowski, qui est professeure au département de médecine à l'école de santé de l'Université de Montréal. Du Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal et du CIUSS. Elle est chercheure en santé mondiale au Centre de recherche santé publique de l'Université de Montréal et du CIUSS du Centre Sud de Montréal. Et professeur extérieur dans l'école de santé publique de l'Université du Cap-Ouest d'Afrique du Sud. Bonjour Christina, et nous avons également avec nous Dr. Jan Brenner, qui est pédiatre et professeur agrégé de clinique à la Cummings School of Medicine de l'Université de Calgary. Au cours des 2 dernières décennies, Jan s'est engagé dans de nombreuses initiatives de mise en œuvre de recherche et de politique en matière de santé maternelle, néonatale et infantile par le biais de partenariats universitaires collaboratifs, notamment en Afrique de l'Est, au sein des partenariats Healthy Child Uganda et Mamana Mtoto en Tanzanie. Bienvenue. Et enfin, nous avons M. Patrick Mujawa, qui est économiste de formation, avec un intérêt particulier pour la santé reproductive, la planification familiale, la population et le développement. Il est actuellement directeur de programme pour le bureau régional de Partners in Population and Development Africa. Patrick a plus de 15 ans d'expérience dans la conception, mise en œuvre, suivi et évaluation de programmes de plaidoyer dans les domaines de santé reproductive, planification familiale, sur le VIH, le sida et la population du développement. Donc, je vais désormais céder le micro à vous, Nafissatou. Merci Mélodie, merci beaucoup. Donc, je commencerai en disant, en vous remerciant de nous rejoindre aujourd'hui, en reconnaissant aujourd'hui depuis Ottawa que nous sommes sur les territoires des populations autochtones et les territoires algonquins en particulier. Je reconnais également que vous nous avez rejoints aujourd'hui de bien des endroits, aussi bien proches qu'éloignés. Et j'aimerais encourager à repenser et à considérer les honneurs des personnels de santé locaux. Il y aura une traduction simultanée en français, puisque la séance aura lieu en anglais. N'hésitez pas à poser vos questions en français. J'ai l'honneur d'être modératrice de ce panel avec les différents partenaires impliqués dans le processus pour la génération et de générer des pratiques en matière de santé publique
Nous avons également énormément de décideurs, de bailleurs de fonds, et qui nous permettent de mettre en œuvre ces programmes. Dans notre conversation, nous aurons des questions qui seront posées. Alors, d'un point de vue des preneurs de décision, Queen Toubé, l'INCHA, en tant que décideurs et chercheurs principaux dans notre équipe de recherche, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement comment votre engagement s'implique dans vos projets? Alors, merci Nafissatou, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être membre de ce panel. C'est vraiment un moment fantastique d'être impliqué au sein des projets de l'ISMEA. Concernant l'idée de la mise en œuvre et de l'analyse des recherches et de penser à ce qui se passe par la suite, traditionnellement, ce qui se passe, c'est que les chercheurs attendent de leur côté que dans leur propre silo, et les décideurs également dans leur propre silo. Encore une fois, d'un point de vue du silo des leaders, ce qui est développé pour le Malawi est de rassembler ces politiques pour une prise en charge holistique, puisque nous sommes finalement tous des êtres humains, et nous devions tous rassembler nos silos. C'est vraiment le point en matière de leadership. On ne peut pas agir sans preuve, et on est inutile sans les décideurs qui ne peuvent pas traduire les preuves en politique. On est inutile si on ne donne pas aux politiques au droit une mise en œuvre efficace. Merci beaucoup. Merci infiniment. Passons maintenant à Christina Zarowski. En tant que chercheur canadien et chercheur principal, est-ce que vous pouvez expliquer vraiment comment vous êtes engagé au sein de ces projets et comment l'équipe vous a impliqué, vous a motivé à collaborer davantage, et comment vous avez rejoint cette équipe, donc l'Ouganda et Sud-Soudan? Merci Nafissatou, merci chers collègues pour cette opportunité qui m'est donnée. Je voudrais commencer tout d'abord en reconnaissant que l'Université de Montréal est située sur le territoire Kalinkahaka, la nation Mohawk, l'un des peuples des Premières Nations. Alors, Nafissatou, très bonne question. Je pense qu'en partageant certaines coïncidences ou une affaire de chance peut-être, j'ai commencé un nouveau poste à l'université en tant que dans cette école donc, de santé publique. Et en Ouganda, Sud-Soudan, j'ai pu les rejoindre dans cette initiative qui avait été entamée et avant que je n'accède. Et je pense que c'était un travail fantastique. Vous avez fait un travail incroyable avant que je ne vous rejoigne. Et c'était vraiment un progrès tout au long des années. Pour réfléchir sur certains points qui sont particulièrement importants, l'un d'entre eux concerne le fait de reconnaître l'expertise des différentes personnes, nos partenaires en tant que recherche, le directeur en matière de santé sexuelle et reproductive au sein du ministère de la Santé. Alors, il n'est pas avec nous, mais je souhaite saisir cette opportunité qui m'est donnée afin d'être sûr de reconnaître que nous avons appris à reconnaître les expertises, les compétences en matière d'expertise de nos collègues ougandais et canadiens et sud-soudanais afin de travailler sur différents niveaux qui nous permettent de mener à bien ce processus. Donc, en matière de coordination de projets, nous avons su tenir un journal quotidien de tout ce qui se passait et des effets directs sur les services sanitaires. Nous avons conclu des affaires et analyses de façon sophistiquée, également développer des approches avec des méthodes et des outils grâce à des initiatives en matière de recherche optimale. Donc, je pense que reconnaître l'expertise dans la réalité, peu importe ce qu'est la réalité, est tout à fait important.
Deux, trois autres points importants également, et le plus important peut-être est de vraiment renforcer la confiance, basée déjà sur certaines relations importantes dès le départ. Les conflits et les désaccords sont inévitables. Si vous pensez, on ne peut pas penser que tout le monde peut être d'accord et tous sur la même ligne, mais au contraire, en travaillant avec davantage de transparence, cela nous permet d'identifier les problèmes et d'y répondre le cas échéant, en incluant différents points focaux pour engager nos preneurs de décision ou autres partenaires. Cela inclut une transparence budgétaire également, depuis le début, et la coparticipation avec les mondes universitaires dans une certaine mesure, avec leur participation. Je pense que tout le monde a appris beaucoup, les gens ont contribué, et tout le monde s'est senti vraiment dans des relations tout à fait saines. Merci Christina. Et au fur et à mesure de notre discussion, à vous qui nous écoutez, sentez-vous à l'aise de nous poser des questions par écrit dans notre boîte de clavardage. Pour revenir à Patrick Mungiroa, en tant que membre de l'SPAO d'Afrique de l'Est, l'organisation en matière de recherche en santé publique, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous engagez avec vos équipes, comment vous pouvez comparer cela à vos expériences préalables en tant que travailleur social? Vous mettez en œuvre, donc vous appliquez concrètement les différentes pratiques. Merci Nafi. Je suis ravi de faire part de cette réunion. Alors je ne sais pas vraiment, disons que en tant que membre de cette organisation, nous convions vraiment les décideurs à se rassembler, et énormément d'organisations doivent évidemment souligner le plaidoyer pour ces bonnes pratiques et le dialogue avec les décideurs et des décisions stratégiques, mais surtout, nous avons dû vraiment faire en sorte que les preuves participent à la mise en action. Tout cela a pu travailler au bénéfice mutuel, et énormément d'évidence doit être présentée aux preneurs de décision, aux décideurs, afin de travailler justement dans le sens de ce plaidoyer et sur les différentes politiques mises en œuvre. Les meilleurs experts ont été invités à travailler de façon rapprochée avec les décideurs et avec les responsables politiques. Cela prend différentes formes, en incluant l'organisation de différents forums avec les décideurs et en présentant et partageant les différents produits et en engageant les discussions avec les décideurs politiques, les groupes techniques et les ministres afin d'être certains que les conceptions sont tout à fait pertinentes et alignées sur les priorités des gouvernements. Nous avons coopéré également dans une transition habile de ces produits grâce à l'élaboration de fact sheets, de feuilles de rapports, et en diffusant les messages pour une transition grâce aux décideurs. Certains points peuvent être abstraits, souvent. Et enfin, la contribution avec différents travaux afin de nous assurer que nous documentions des histoires de succès. Et avec nos expériences passées, je peux dire que, initialement, nous avons invité différentes personnes à ces forums avec nos décideurs et responsables politiques, et
les preuves n'ont pas souvent été appréciées à leur juste valeur, mais nous ne sommes pas impliqués dans les conceptions, les méthodologies et autres processus qui sont quelquefois difficiles à apprécier pleinement. Donc les décideurs doivent s'assurer qu'ils soient impliqués tout au long du processus. Et à cet égard, il y a eu des appréciations des preuves présentées, y compris pour l'action politique directe. Merci. Et j'invite Jen Brenner. Jen, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes chercheuse en santé publique, vous êtes enseignante dans la clinique donc, à Calgary, et vous êtes en tant que leader du partenariat Canada-Ouganda, et vous êtes également chercheuse et principale dans différents projets. Aujourd'hui, votre casquette est celle de leader canadien sur la mise en œuvre du partenariat Canada-Ouganda. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce partenariat et comment vous utilisez dans la nouvelle mise en œuvre d'un projet initial? Alors, pour commencer, moi ici, je vous écoute depuis un endroit magnifique qui est situé sur le territoire traditionnel du Shuswap, Première Nation Shuswap, adjacente au terre de Kuskonak. C'est absolument magnifique. Donc oui, j'ai le privilège de pouvoir jouer ces différents rôles et d'avoir différentes perspectives, à la fois du point de vue de la recherche, de la mise en œuvre, et d'autre part, ou peut-être entre les deux éléments. Mais ce partenariat concerne le fait d'initier un nouveau projet sur lequel nous travaillons, un partenariat qui s'appelle Healthy Child Uganda, qui est là depuis quelque temps. C'est un partenariat entre l'Université de Calgary et d'autres universités canadiennes, avec des partenaires fantastiques en Ouganda, l'Université des sciences et technologies et la communauté Jason en sud-ouest de l'Ouganda, et la Société pédiatrique canadienne qui joue un rôle également dans ce partenariat. Depuis 20 ans maintenant, nous travaillons ensemble et au cours du temps, nous avons développé un programme en matière de santé infantile et nous avons pu chercher et évaluer des recherches et des mises en œuvre en matière d'évaluation. Et nous avons appris énormément de leçons, en particulier sur comment appliquer un programme appliqué à la communauté des travailleurs. Il y a 5 ans, nous avons eu la chance d'avoir une expérience pour établir nos leçons aussi en Ouganda et nos expériences de mise en œuvre accompagnées par différentes équipes de recherche et avec nos partenaires de l'Université catholique de santé. Et, nous avons appris comment programmer et différents matériels basés sur des preuves issues de nos expériences et la possibilité de retirer ces expériences, de reprendre ces expériences et dans ce paquet finalement qui nous permet d'être utilisé par la recherche en Ouganda à nouveau. Donc nous avons une mise en œuvre qui est sur le point de commencer concernant la santé reproductive, les droits en matière de santé reproductive. Donc c'est une grande priorité en Ouganda. Donc nous avons pu faire de façon tout à fait émouvante, nous avons pu mettre en œuvre cet ensemble de ce paquet, si vous voulez, et continuer à travailler en partenariat avec nos équipes ougandaises et tanzaniennes et nos collègues tanzaniens et partager du point de vue de la recherche et plus spécifiquement sur la partie mise en œuvre. Donc nous sommes vraiment ravis d'avoir pu créer cette nouvelle proposition issue de notre expérience, à l'issue de nos différents rapports et de nos bonnes pratiques. Et pour nous, bien sûr, c'est un domaine
qui permet donc de développer des questions en matière de santé et de bien-être. Pouvez-vous présenter ce que vous avez fait au cours de ces décennies avec vos différents rôles? Mais passons avant tout à Queen Dubé, qui est décideuse. Queen Dubé, les recherches souvent prennent beaucoup de temps. Pourquoi ne pas prendre action ici et là? Pourquoi ne pas passer à l'action ici et là? Qu'est-ce qui fait que les décideurs façonnent certaines preuves en matière de prise de décision au niveau politique? Merci, Nafi. Je suis moi ici à Blanda, au Malawi. Alors, c'est une question qui nous est souvent posée. Ma réflexion principale, c'est qu'est-ce qui est plus facile? De faire des choses de la bonne manière ou de passer 10 ans à faire des choses de la mauvaise manière, perdre, gaspiller des ressources financières, le temps, où on parle du secteur de la vie. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de survivre, mais également toute la question de la morbidité qui est liée. Si vous voulez faire agir de la bonne manière, eh bien, il faut en payer le prix. Lorsqu'on regarde le contexte africain, nous n'avons pas de limite de politique. Le fossé que nous avons, c'est comment nous mettons en œuvre les politiques et les stratégies que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle investir dans la mise en œuvre de recherche est vraiment critique et essentiel. Et une fois que l'on réalise que les décideurs politiques, et moi je fais vraiment partie de ces continuums, de cet immense casse-tête, cet immense puzzle qui ne sera que complété qu'avec le travail conjoint des partenaires décideurs politiques. On se rend compte qu'il n'est pas une perte de temps, mais au contraire, nous utilisons le temps à bon escient. Ce que nous devons discuter, c'est quelle utilisation est faite par les décideurs politiques, puisque souvent on a des attentes de très haut niveau et on ne voit pas les besoins immédiats dans l'immédiat. On est très souvent ravis, peut-être des experts qui sont très techniques, on identifie des patrons de plusieurs séquences, mais regardez le COVID. La COVID nous a dit que les politiques est mise en œuvre sans preuve nécessairement, puisqu'il s'agit de travailler sur la prévention et élaborer les bons diagnostics. Même le vaccin, regardez comment nous en sommes arrivés, nous en sommes là aujourd'hui. Parce que, eh bien, il s'agit de poser les bonnes questions de la part des décideurs politiques et des questions également des communautés. C'était les bonnes questions pour les chercheurs, pour les gens du monde universitaire. Cette niche est vraiment cette question qui est posée. Nous sommes là pour mettre en œuvre et voir que les politiques aient véritablement un impact dans leur conception. Donc, il ne s'agit pas du temps. La question devrait être quel type de recherche devons-nous faire dans notre contexte, en particulier dans notre contexte africain. Et j'apprécie cet agenda de recherche puisqu'il y a des réponses rapides aux questions politiques. On peut facilement mettre en œuvre. On n'attend pas 3, 4, 5 ans avant la diffusion de ces grandes recherches, des conférences qui invitent près de 400 personnes et une série de réunions. Comment faisons-nous avec ces réunions? Chaque approche nous permet de changer certains éléments et d'aller de l'avant. Et c'est ainsi que nous devrions encourager le bon déroulement de la recherche. Merci. Parlons de recherche. Une question à Christina. Christina, il y a des chercheurs émergents dans votre projet, certains basés au Canada et d'autres basés en Afrique. Comment pensez-vous que ISMEA bénéficie
de travail de ces chercheurs, en particulier dans ces temps particulièrement intéressants. Merci, c'est une excellente question et j'apprécie beaucoup ce que Queen vient de dire. Il y a une grande fourchette en matière de participation, un grand éventail en matière de participation des chercheurs. Certains chercheurs, après 30 ans de guerre civile, nous ont rappelé qu'ils ont à peine formé certaines sages-femmes dans le pays. Donc certains nous disent, d'accord, formons 8 sages-femmes. Et c'est vraiment ça qu'on pense de façon systématiquement. Et également tous nos travailleurs qui sont là sur le terrain, afin de pouvoir refléter systématiquement et de façon critique ce qui est fait concrètement, afin de rassembler le plus d'informations possible pour pouvoir répondre à ces problèmes. Concernant la recherche en soi, ça a été une opportunité fantastique pour les Sud-Soudanais et nos collègues sud-soudanais et ougandais pour pouvoir acquérir davantage de compétences, de pouvoir échanger avec les personnes au cours de conférences concernant le système de santé mondial et énormément d'événements en ce sens. Je ne veux pas paraître pessimiste, mais la réalité, c'est que pour les chercheurs canadiens, travailler sur ce type de programme est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile que des programmes conventionnels. Donc, il y a vraiment une difficulté. Ce n'est pas facile de publier comme ça rapidement. Donc, comment répondons-nous à nos financiers, à nos bailleurs de fonds? Eh bien, dans nos hôpitaux, au Ouganda et au Sud-Soudan, nous avons de l'argent pour financer des formations en doctorat. C'est fantastique, mais rien ne se passe puisque les capacités sont sur le terrain. Les personnes qui sont sur le terrain, qui sont doctorants, sont ceux qui travaillent à la fois sur le terrain et qui sont impliqués dans bien des domaines. Donc, nous avons besoin de relève et énormément de femmes également qui travaillent dans ce contexte. Donc, il y a toujours une surcharge de travail finalement. Donc, c'est une occasion incroyable et je pense que l'un des bénéfices est de pouvoir identifier quels sont les défis principaux, comment changeons-nous ces systèmes de mesures incitatives afin de continuer à former, à renforcer les capacités. En matière de publication au cours des clips radiophoniques, c'était fantastique. Nous avons eu l'opportunité de partager ce matériel avec nos chercheurs émergents au sein de notre équipe. Merci, Patrick. La constitution de votre organisation, vos partenaires, la population de développement, avec le consortium de la Nation d'Afrique de l'Est, depuis 16 pays membres à 12 États membres associés en Afrique. Comment vous êtes-vous engagé positivement afin d'utiliser à bon escient les pratiques qui ont surgi? Merci, Nafissatou, et félicitations, puisqu'aujourd'hui, il y a un nombre de personnes qui apprécient le succès donc, des décideurs politiques et l'application concrète. Pour les décideurs et les parlementaires africains, cela va au-delà de ces simples 16 États membres. Il faut mentionner que les 16 États membres sont des membres du PPD. Et qui s'engagent activement dans le processus. Une partie du succès est liée à la façon par laquelle le PPD a été conçu. Il s'agissait d'une coopération entre les populations et le gouvernement et dans un contexte de mise en œuvre des actions ICPD. À cet égard, nous avons une plateforme où les preuves sont présentées, les engagements sont développés et les bonnes pratiques et les programmes sont partagés. L'intérêt commun qui les unit et les objectifs dans le respect des
engagements et fournir une reddition de comptes. Nous rappelons l'intérêt d'en savoir comment les pays ont pu développer des bonnes pratiques de groupe afin de pouvoir adapter la mise en œuvre de ces principes, et les soutiens politiques de haut niveau qui travaillent avec les ministres qui représentent nos pays dans le cas du PPD, et les coordinateurs pour chaque pays qui sont directement des hauts fonctionnaires en connexion avec des publics, les démocrates des fonctionnaires qui participent à ce plaidoyer. Depuis 2008, l'objectif principal est de nous assurer que les parlementaires puissent partager les bonnes pratiques en fournissant un suivi de la mise en œuvre de ces engagements. Donc, c'est ainsi que nous avons pu être couronnés de succès. Comme vous disiez, Nafi, notre expérience et notre crédibilité en engageant les gouvernements et le secteur privé à ces réunions de reddition de comptes, en facilitant une assistance technique à l'égard des pays et ouvrir le plaidoyer qui font que les décideurs politiques font des champions de ces bonnes pratiques. Merci. Merci. Et encore une fois, Jen, quelles sont les pratiques que vous avez incorporées dans votre nouveau projet pour mieux promouvoir les évidences issues de la recherche à l'égard des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile qui bénéficient de votre expérience pour appliquer donc les recherches dans leurs projets? Alors, je pense que les organisations de la société civile et les ONG sont tout à fait sérieuses, manifestent vraiment un intérêt sérieux à l'égard de nos recherches et de nos résultats de recherche et nos pratiques formelles. Et nous devons vraiment investir du temps à vraiment comprendre ce que nous savons dans nos recherches, à l'issue de nos recherches, et au début du programme, travailler avec l'ensemble des partenaires et des acteurs pour pouvoir justement participer à ce changement dans ce que nous savons et ce qui a été prouvé d'un point de vue de la recherche et ce qui a été plutôt considéré dans un scénario de vie réelle. Donc peut-être au niveau processus, c'est facile ou difficile selon le contexte, mais nous devons vraiment faire en sorte de mettre en œuvre une initiative pour pouvoir garantir la pertinence des recherches en matière de la mise en œuvre. Donc pour l'ensemble de nos projets, nous pensons vraiment que les principes, comment l'intervention doit être adaptée, et est-ce que cette adaptation est pertinente pour la communauté, pour l'intervention en cours, afin que nous puissions donc ensemble comprendre au sein de la communauté que les chercheurs mettent en œuvre, et comprennent et apprécient certaines pratiques favorisant ce changement. Et comme Quinn Dubé l'a dit, nous devons impliquer les décideurs politiques dès le début afin de voir concrètement la réalité du terrain. Donc, au cours de cette première année quasiment complète du projet, eh bien, nous avons passé le temps pour retirer ces initiatives de la part de ISMER et vraiment faire en sorte que l'on comprenne bien comment nous pouvons travailler avec certains collègues, avec le ministère, afin que tout le monde puisse comprendre comment procéder aux différents ajustements issus des meilleures pratiques de la recherche qui ont été acquises. Et un des exemples, c'est que nous avons pris un modèle particulièrement complexe
que nous avons développé après ISMEA, et nous avons eu la vision d'un arbre fruitier, donc de cueillir les fruits, récolter les fruits, et avec une présentation beaucoup plus complexe de l'idée originelle. Et nous avons passé du temps nous avons consacré beaucoup de temps sur les recherches, sur les études de base, en particulier dans le contexte du COVID. Nous avons vu comment nous avons pu apprendre des recherches de la Tanzanie et nos pratiques en Ouganda. Nous avons investi du temps à effectuer des recherches également avec le ministère de la Santé, avec le personnel, et essayer de comprendre comment nos recherches, nos programmes étaient développés. Donc, en Ouganda, et également les leçons acquises depuis la Tanzanie, avec notre contexte actuel en matière de prise de décision. Nous devons vraiment nous assurer qu'il y ait un alignement entre les politiques gouvernementales et les lignes directrices qui sont absolument fantastiques. Et finalement, nous sommes investis à orienter, à former notre équipe, nos partenaires locaux, et que tout le monde puisse vraiment comprendre les découvertes de la recherche et vraiment comprendre à quel point tout cela a été relié. Avant que commence toute mise en œuvre, nous voulons vraiment faire en sorte que nous soyons couronnés de succès et utiliser ces évidences pour aller de l'avant. Merci beaucoup pour cette série de questions, cette discussion, je dirais. Passons maintenant à la session de questions-réponses. La première que je vois ici concerne Queen. Elle dit en français, donc je vais dire en français. Good morning. Who can we include in the term decision maker? An actor within the Ministry of Health, is he or she one decision maker? Such policy could improve or implement the results from the research. Queen. Merci. Ma compréhension du français est limitée. Je peux juste dire merci beaucoup. Mais qui sont les décideurs finalement? Eh bien, c'est peut-être chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est un décideur. Concernant les décideurs politiques, vous avez des décideurs au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Vous pouvez également être décideur à différents niveaux. Donc, il y a différents systèmes. Au Malawi, au niveau local, c'est particulièrement critique, essentiel, puisqu'il y a des décideurs au niveau des districts, mais certaines décisions importantes sont prises au niveau national. Donc, je voudrais mentionner que traditionnellement, nous avons tendance à parler du ministre de la Santé. Il faut aussi que le ministre de la question de genre soit impliqué. On ne peut pas uniquement impliquer le ministre de la Santé. Les décideurs politiques sont le ministre de la Santé également, de l'éducation qui doivent être impliqués. Donc, je pense qu'en tant que chercheurs, nous devons bien comprendre au niveau du secteur de la santé, pour faire en sorte que les bons décideurs politiques soient impliqués avec le ministre de l'Éducation, ou peut-être que vous avez besoin au niveau national ou au niveau local du comté ou sous-comté, à fluctuer de ces notions à l'autre. Nous devons absolument voir tous les niveaux qui doivent être pris en considération. Merci. Merci beaucoup. Une question pour vous tous. Merci pour vos discussions. Si vous deviez donner un conseil positif ou négatif concernant les chercheurs, décideurs ou chercheurs de preuves pour des considérations
des preuves en matière de recherche. Quels seraient ces conseils dans le même ordre? Maintenant, nous allons commencer avec Jen tout d'abord. Essayez d'être assez bref dans vos réponses, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr, je pense que, alors au niveau de ne pas faire, parce que si vous êtes chercheur et vous êtes sur le point de prendre l'initiative d'une recherche, n'oubliez pas de penser depuis le début à une possible évolution future de ce que vous faites sur le moment dans votre vie réelle. Souvent, on oublie que voilà, la recherche que je fais doit être utilisée par quelqu'un et quelles sont les véritables barrières dans la vie courante en matière de coûts, en matière d'aspects pratiques, quant à la mise en œuvre, le type de recherche, le type de ressources humaines, etc., qui soient bien alignés sur les politiques, quelles sont les réalités sur le terrain, comment cette recherche peut fonctionner en disant, je dirais, n'oubliez pas tout cela lorsque vous planifiez une recherche. Si je veux que le résultat soit 100% ou 100 fois plus efficace, eh bien, il faut vraiment penser à la réalité, la faisabilité dans la réalité. Vraiment passer du temps régulièrement à penser. N'oubliez pas que les personnes qui mettent en œuvre ont une expertise également en recherche, mais les chercheurs, souvent, doivent avoir une expertise dans leur mise en œuvre. Donc, ce sont deux choses complètement séparées. Je pense qu'il faut passer également du temps dans nos partenariats pour donner bien des retours d'expérience. En cas de questions, de commentaires, il faut absolument prendre la priorité sur la recherche, sur la mise en œuvre. C'est la communication. La communication est absolument essentielle, doit être absolument pertinente dès le début. Donc ça serait mes conseils. Très bien, merci. Patrick, quels seraient pour vous vos conseils de choses à faire et ne pas faire? Merci, Nafi. Alors, comme John l'a dit, un conseil, c'est qu'il faut vraiment interagir avec les décideurs et les preneurs de décision au niveau politique. Je pense qu'il faut donner des priorités qui soient alignées sur les priorités des deux parties. Il faut connaître les méthodologies qui nous permettent une compréhension, une appréciation beaucoup plus profonde. La question de processus, également, le contact doit être maintenu en permanence. Le contact doit être maintenu en permanence. Christina, je pose la même question en essayant d'être assez brève. Je pense qu'il y a différents types de recherche. Si vous êtes biologiste ou si vous développez un vaccin, c'est une autre dynamique, mais dans ce monde, les choses à ne pas faire en tant que chercheur, c'est ne prétendez pas être expert, ne venez pas ici, ne venez pas en vous présentant dire voilà, je vais remplir les têtes vides de mes partenaires. N'ayez pas cette attitude néocoloniale. Deuxième conseil, je dirais, parlez de vous en tant que coalition, au principe de la coalition canadienne. Je pense que nous pouvons peut-être les présenter sur la boîte de clavardage. La raison pour laquelle les chercheurs et collaborateurs sont impliqués avec des éléments incluant l'inclusion, coopération mutuelle, vision d'avenir, réponse aux causes sous-jacentes et humilité. Qui suis-je dans cette position? Qu'est-ce que je sais? Que savent les autres? C'est vraiment tout cela qui nous permet de prendre le temps de construire une collaboration concrète et pratique et qui va dans le bon sens. Merci. Quinn, c'est à vous. Merci. C'est difficile d'intervenir en dernier lieu. Deux choses, je pense, à ne pas faire. Pour nous, les décideurs politiques,
ne fermons pas la porte aux chercheurs. Créons des plateformes où les chercheurs se sentent bienvenus. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des groupes techniques qui travaillent en comité, qui poussent aux agendas en matière de développement politique. C'est essentiel de faire en sorte que ces chercheurs travaillent, s'impliquent dans ces groupes de travail, ces groupes techniques de travail. Il n'y a pas de politique que l'on peut développer sans preuve. Donc, en fait, sinon, même si les chercheurs sont des décideurs politiques, eh bien, le fait qu'ils fournissent des preuves, c'est ainsi que bon, ce sont deux visions opposées, mais il faut avoir des visions communes dans les actions. N'ayez pas peur du monde universitaire. Ils sont partie prenante des décisions des décideurs politiques. Alors, je veux vraiment souligner que l'agenda national en matière de santé doit être rendu disponible au monde universitaire, un système qui permet d'avoir un suivi sur cet agenda, mais également sur la traduction de la science en politique et en mise en œuvre concrète. Merci. Une dernière question, parce que le temps nous manque. Nous avons encore une question. Nous avons par la suite des questions dans le clavardage. Alors, une question qui vient d'Emmanuel Otola, et la question est... Je demande cette question à Queen. En tant que décideur, vous avez beaucoup de questions. La question est la suivante. Nous avons vu des opportunités de la part des décideurs politiques d'obtenir des preuves des institutions non académiques qui fournissent des évidences, des preuves. Est-ce que les décideurs politiques cherchent des preuves, principalement de la part des universités, et regardent, considèrent les potentiels? Lorsque vous considérez cette question en particulier, on peut avoir raison, parce que les universités ont des conférences de diffusion de l'information, et les institutions les plus petites comme les ONG ou les petits centres de recherche bien, n'ont pas ces conférences de diffusion d'information. Donc, mon conseil serait à l'égard des décideurs politiques qui ont rejoint ce webinaire présent, c'est organiser une plateforme où tous les chercheurs des académies, des universités principales avec les différents partenaires puissent avoir une conversation autour d'une même table, et vous pourrez donc suivre et comprendre qui fait quoi. C'est un mécanisme de coordination qui fait en sorte que toutes les personnes qui ont contribué à ces recherches puissent se réunir autour d'une même table, peu importe s'il s'agisse de membres qui proviennent du milieu universitaire ou du secteur, d'autres secteurs. Sinon, si vous pouvez avoir dans un seul même district 2-3 groupes qui font les mêmes recherches sur le même sujet, et c'est une dépense de ressources et de temps. Merci. Merci. Donc, vraiment une dernière question. Il y a beaucoup de questions. Je pense que le provient ici de la... donc, pour Christina, en tant que chercheuse et de votre expérience, quel serait pour vous votre principal défi pour utiliser ces preuves de recherche dans les pratiques politiques? Je pense que le défi numéro 1 serait le manque de prise de conscience, de compréhension ou d'acceptation des intérêts divers. On pense tout le temps que les décideurs politiques prennent en considération la réalité épidémiologique,
et vice-versa. Et je pense que la brèche est vraiment ici d'essayer de comprendre vraiment ce qui est en jeu pour les décideurs politiques, qu'est-ce qui est en jeu pour les chercheurs également. Peut-être on peut vraiment réinterpréter et relire les messages. Moi, je ne dis pas, quelquefois les épidémiologues sont derrière le gouvernement. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ils font en sorte que le premier public puisse bien comprendre toutes ces questions-là. Merci, il y a beaucoup de questions. Plus nous parlons, plus de questions nous parviennent, mais malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là. Merci infiniment pour cette discussion. Merci merci aux participants, merci aux questions. Et je cède le micro à Mélodie. Merci beaucoup, Mélodie, pour ce panel particulièrement intéressant. Mélodie, la parole est à vous. Merci beaucoup pour vos questions. Nous allons partager une diapositive à la fin du webinaire. Vous pourrez voir des adresses de contact de courriel afin que nous puissions répondre à celles et ceux qui ont partagé leur contact avec nous. Alors maintenant, nous sommes ravis d'accueillir John Dusaber Richards, directeur de la division santé à DOC, qui va nous faire part de ses remarques de conclusion. C'est à vous, John. Bonjour, est-ce que vous pouvez me voir? Non, malheureusement pas, mais on vous entend tout du moins, donc c'est bon. Très bien, parfait. Parce que je pense que ma caméra a cessé de fonctionner, bref. Donc, bonjour à toutes et à tous, et bonsoir, bon matin. J'ai eu le grand plaisir de faire partie de cet événement aujourd'hui. De grands accomplissements que nous avons vus aujourd'hui qui illustrent le mandat de la division en matière de santé publique de Affaires Global Canada pour renforcer les systèmes de santé et les politiques afin qu'ils puissent délivrer des données et améliorer la santé reproductive et la santé des enfants, d'être beaucoup plus efficaces et d'être mieux préparés en matière de réponse aux pandémies et aux épidémies. Et cela démontre et résonne dans les partenariats et les résultats qui sont réels. Comme vous le savez, nous sommes particulièrement engagés en développant les relations entre les chercheurs et les décideurs afin de fomenter davantage de coopération et de pratiques politiques dans les pays à faible revenu. Nous croyons que les évidences de recherche sont essentielles afin de documenter les qualités des structures qui prennent à bras-le-corps la santé des femmes et des jeunes filles et des enfants. Nous souhaitons qu'il y ait une stratégie qui puisse contribuer au développement de ces évidences dans les politiques et les pratiques pour une meilleure santé reproductive, sanitaire et sexuelle pour les femmes et les enfants. Nous avons informé clairement sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre et nous espérons que cet événement aura étanché la soif de celles et ceux qui ont de cesse d'acquérir des connaissances. Le modèle est vraiment concentré sur ces points-là. La recherche et les évidences de la recherche sont étroitement liées aux participations des partenaires dans l'application des programmes et des politiques. Cela ne sera accompli qu'en faisant en sorte que les décideurs soient pleinement considérés au sein des équipes de recherche et pouvoir bénéficier de l'expérience et des initiatives, y compris des idées et partenariats avec Global Affairs Canada et l'Institut
canadien de recherche sur la santé. Cela bénéficie de l'implication de nos collègues et bien sûr, le succès ne serait pas là sans le travail exceptionnel de tous les chercheurs, les décideurs et les partenaires qui contribuent à la diffusion de ce savoir et les efforts qui sont traduits en action. Il ne fait aucun doute que pour les travaux à venir, nous allons pouvoir améliorer la santé pour la santé maternelle, infantile, pour les adolescents dans le monde entier, en particulier à l'égard des populations les plus vulnérables. Et nous allons continuer aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires et des acteurs pour laisser un leg afin de faciliter les discussions. Faites en sorte que ces produits soient utilisés. Je voudrais saisir cette opportunité au nom de l'IRC pour vous remercier pour cette collaboration fantastique et remercier chacun d'entre vous qui avez contribué d'une façon ou d'une autre au succès de l'ISMER. Merci à tout le team de l'IRC pour tout le travail effectué et merci à vous toutes et tous de votre participation à cette discussion importante. Thank you, a huge thank you. Merci beaucoup, John, pour ces remarques de conclusion. Nous allons partager donc sur l'écran les différents contacts. Merci à tous les participants, merci aux intervenants d'avoir partagé vos travaux sur cette initiative ISMER. On va, si vous recevrez l'enregistrement et le résumé du webinaire. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Au revoir à tous. Fin de l'enregistrement.